Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour faire fructifier son épargne? Quel placement privilégier pour se constituer un patrimoine? Au programme, 5 matinales, 15 lives, 25 partenaires. Quelle que soit votre problématique patrimoniale, retrouvez durant toute la semaine les décryptages et les conseils de nos experts. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 4e matinale de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Ce matin, nous allons parler de transmission. Alors c'est vrai que quand on parle de transmission, on pense à la succession, on ne pense pas à la donation, au don du vivant, et on va voir tout l'intérêt d'utiliser ce dispositif pour bien gérer son épargne. Vous le savez, l'intérêt en fait d'organiser sa succession, c'est faire en sorte que ses héritiers aient le moins de droits de succession à payer. Pour ce qui est de la donation du vivant, ça permet quelque part également aussi de réduire, mais ça on le verra, les droits de succession, mais c'est surtout aider les enfants, par exemple, ou les petits-enfants à, par exemple, bien démarrer dans la vie grâce à un don. On en parle tout de suite grâce à la parole d'expert. Organiser sa transmission. La parole d'expert avec la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes notaire à Paris, vous faites partie aussi de l'équipe de communication de la Chambre des notaires de Paris. Quel est le rôle de la Chambre des notaires de Paris ? Aujourd'hui, j'interviens effectivement pour donner la parole à une profession qui est spécialisée dans des sujets du quotidien des Français. Et donc là, aujourd'hui, on va parler du patrimoine. Donc le rôle, c'est de donner la bonne parole et de donner justement, d'essayer de faire la bouche de la loi, mais le plus simplement possible. Oui, parce que les Français ne connaissent pas bien. Ils connaissent pas bien. Il faut dire que les règles successorales sont compliquées. On verra ça. Elles sont pas très simples. Il y a peut-être aussi tout simplement parce que succession, on pense à sa disparition et on n'a peut-être pas forcément envie de penser à sa mort. Oui, vous avez raison, ce sont des sujets qui sont pas évidents à aborder pour les gens, mais la plupart du temps, ils l'abordent avec sérénité, avec leur notaire. Anticiper effectivement sa transmission, alors c'est évidemment la transmission du savoir, mais c'est surtout la transmission pour les gens qui viennent dans notre bureau tous les jours de leur patrimoine. Et donc, l'anticipation, c'est le fait effectivement de se dire, je ne vais pas attendre ma succession, mais je vais utiliser les techniques notariales et fiscales de mon vivant pour transmettre une partie de mon patrimoine. Voilà, donc on va faire preuve de pédagogie, si vous le voulez bien, c'est très important. Avant de commencer cette matinale, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, j'ai commencé à en parler, mais je pense que je ne l'ai pas bien dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'est la transmission ? Quand on parle de transmission, on parle de quoi ? On parle de transmettre par anticipation à la succession de son vivant de différentes manières, tout ou partie de son patrimoine. Cela peut être des valeurs mobilières, cela peut être de l'immobilier, ça peut être un tableau de maître, ça peut être des champs, un pommier. Alors je reviens sur l'idée de mon pommier, parce que la notion de démembrement de propriété qui est un peu brute, on peut la prendre sous l'angle de ce pommier. Le pommier, il produit des fruits, et donc ce fruit, c'est l'usufruit. Ça veut dire le fait de garder ses fruits jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, si j'en reviens à un appartement, par exemple, que je vous donnerais, eh bien, cet appartement, je peux m'en garder l'usufruit, moi, pendant toute ma vie, et je vais vous transmettre ce qu'on appelle la nue propriété. Et ça, c'est très important, c'est une spécificité française, et ce qui fait que ça peut être très judicieux d'utiliser ce système de démembrement de propriété. Et la force, c'est que l'usufruit que je me garde, moi, puisque vous êtes mon enfant, Jean-Philippe, dans mon exemple, bien sûr. Eh bien, vous ne serez jamais retaxé sur cet usufruit à mon décès. D'accord. Alors là, vous tapez très très fort parce que vous démarrez directement par le démembrement à 9h du matin. C'est fort. Oui. À partir de quand, en fait, faut-il se soucier de sa transmission, ou à partir de quel niveau de patrimoine ? Vous le disiez en introduction, en fait, la transmission, on peut l'avoir sous l'angle fiscal uniquement, mais aussi sous l'angle de la solidarité. Ce qui fait que si c'est sous l'angle de la solidarité, on peut avoir 30 ans ou 25 ans et aider, ou 40 ans, et aider un enfant qui prend un salon de coiffure et qui a besoin de 10 ou 15 ou 20 000 euros. Si en revanche,
on le prend sous l'angle de la transmission sur le plan fiscal en disant je vais essayer de donner maintenant pour que mes enfants aient moins de droits de succession plus tard, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que si vous avez un patrimoine important à 40 ans parce que vous avez la chance de bien réussir, il ne faut pas hésiter. Si effectivement vous venez à 95 ans, c'est un petit peu tard. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge, et je parlais de ce système de démembrement. L'efficacité de ce système, c'est que l'usufruit que je vais me garder, plus je donne tôt, plus je vais me réserver un usufruit qui vaut très fort, et du coup, je transmets très peu. Donc plus je donne jeune, moins ça coûte. Voilà, parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a un tableau d'ailleurs qui l'explique. Voilà. En gros, c'est ça. En fait, plus l'usufruitier est âgé et moins l'usufruit est taxé, puisqu'en fait, il va jouir du bien peu de temps. Voilà. En revanche, si effectivement l'usufruitier est jeune, du fait qu'il va longtemps profiter du bien, que ce soit un placement ou que ce soit un bien immobilier, effectivement l'usufruit est davantage taxé. C'est ça, c'est un peu délicat à comprendre, mais en gros, il y a un tableau qui est donné par l'État français qui dit, voilà, aujourd'hui j'ai 46 ans, mon usufruit vaut 60. Donc si je donne à mes enfants, ils ne vont être taxés que sur 40. Je reviens voir mon notaire à 95 ans, mon usufruit ne vaut plus que 10. Donc vous voyez que l'avantage, il est énorme. Plus je viens tôt, plus la décote est importante. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un des leviers de la transmission, ce fameux démembrement de propriété. Ça, c'est à prendre en compte. Je note aussi je vous informe qu'on peut aussi faire ces transmissions en nue propriété sur un portefeuille titre, sur un contrat de capitalisation. Ça, c'est assez peu connu, ce qui signifie que je peux garder l'usufruit, mais je peux même, par un processus un peu technique qui s'appelle le quasi-usufruit, En gros, je garde l'usufruit du contrat. Je peux avoir les revenus, bien entendu, les dividendes, mais je peux aussi tout consommer. Et de la sorte que, en gardant et en consommant ce contrat, eh bien, les enfants qui auraient dû récupérer ce contrat, ils vont passer ça en passif de ma succession beaucoup plus tard. Ce qui fait qu'on conserve l'avantage. C'est un peu technique, mais en gros... c'est un peu technique, là. En gros, retenez que l'usufruit, on peut le garder sur une voiture, on peut le garder sur un champ de pommier, on peut le garder sur un appartement, sur une société, et on peut le garder aussi sur des liquidités. Ça peut paraître un peu étrange, mais n'hésitez pas à en parler au notaire, parce que ça, c'est des choses qu'on connaît peu. D'accord. Justement, faut-il forcément passer par un notaire ? Très bonne question. Le principe, c'est oui, parce que vous savez qu'en droit français, si j'ai deux enfants, si je donne 100 € à chacun, qu'il y en a un qui achète un cheval de course, et l'autre qui investit bien, et que le cheval de course est resté à 100, et que le studio de l'autre a fait 200, eh bien, à la succession, les deux vont être obligés de rapporter 100 et 200, alors qu'au départ, je voulais traiter à égalité mes enfants. Donc, pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle un acte de donation-partage notarié, qui va dire le notaire est ici, les enfants sont en face avec les parents, chacun a reçu la même chose, on n'en parle plus. Voilà. Et donc, ça fixe les choses et les montants de façon définitive, en évitant cet écueil de rapporter à la succession une valeur différente, alors que de la base, on voulait une valeur identique. D'accord, oui, le risque, c'est que, par exemple, le portefeuille d'actions soit en moins-value parce qu'il y a eu un krach boursier, voilà. Alors qu'en revanche, le studio étant très bien placé, il a pris une plus-value pas possible. Oui, il y a la maison de campagne, le studio, on le voit souvent, des gens qui ont anticipé, il y a quelques années, une maison de campagne et un studio à Paris, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier à Paris. Heureusement qu'ils ont fait une donation-partage pour éviter qu'il y ait un rééquilibrage au moment de la succession. Donc, donation notariée, c'est important. En plus, ça facilite les choses. Vous n'avez rien à enregistrer. Le notaire s'occupe de tout. Franchement, c'est à conseiller. Évidemment, si vous avez un fils unique et qu'il n'y a pas d'autres enfants, vous pouvez aussi faire, si c'est des sommes d'argent, par don manuel. On peut peut-être parler des sommes d'argent. Mais... Juste une précision. On est bien d'accord que dès que ça touche un bien immobilier, on est obligé de passer en revanche par un notaire. Oui, parce qu'il y a un nouveau titre de propriété en réalité qui est fait et en l'état actuel de législation, c'est la publicité foncière qui est drivée et menée par les notaires pour enregistrer effectivement la mutation. D'accord, donc même si c'est une place de parking, exactement. Eh bien il faut quand même passer par oui, d'accord. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il faut rédiger un testament ? Alors, deux hypothèses. Enfant, pas d'enfant. Si vous avez des enfants... et si vous êtes marié, vous pouvez très bien faire un testament, soit pour améliorer la protection du conjoint, qui sera mieux protégé peut-être avec un testament, à voir avec votre notaire, et puis également, vous savez qu'on ne peut pas déshériter les enfants, mais on peut très bien avantager un enfant. C'est rare, mais c'est possible. Donc quand on a des enfants, on peut faire un testament pour améliorer le conjoint, le sort du conjoint, et éventuellement avantager un enfant. Autre chose, vous n'avez pas d'enfant, sachez qu'à ce moment-là, la loi dit qu'on trouvera des héritiers, que ce soit des neveux, des petits-neveux, des cousins. Si vous n'avez pas envie que ce soit ces personnes-là qui héritent au passage à 60% de droits de succession, à ce moment-là, il faut faire un testament en orientant plutôt, pourquoi pas, vers une cause d'intérêt général, comme une fondation, une association,
Qui, elle, est exonérée de droits de succession. Tout à fait, qui elle est exonérée. D'ailleurs, on peut faire des testaments un peu plus subtils en privilégiant justement une cause d'intérêt général, sans oublier sa famille, un voisin de palier. Voilà, c'est des choses qui sont peu connues, mais il faut en parler à votre notaire pour éviter de subir une transmission à une famille que vous n'auriez pas voulu. Donc, il faut faire ce testament. Testament, il peut être holographe ou authentique. Holographe, c'est je le fais dans mon bureau ou avec le notaire. Je le dépose à son cabinet et il va l'enregistrer dans un fichier national des notaires de France qui s'appelle l'ADSN, qui fait que si je décède à Lille, à Marseille, on trouvera toujours le testament chez moi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au décès d'une personne, soit la personne n'a pas de notaire, soit on ne connaît pas forcément son notaire. Donc, en fait, généralement, les proches prennent le notaire du lieu de décès ou peut-être leur propre notaire. Et la première chose que fait, ou quasiment la première chose que fait un notaire quand il ouvre la succession, c'est de consulter ce fichier pour voir s'il y a l'existence d'un testament. Exactement. Les notaires sont bien organisés sur ce plan-là. Et la volonté du défunt, c'est essentiel. C'est essentiel. Si moi, je travaille toute ma vie et que je veux m'assurer que mon désir de transmettre est respecté, c'est l'écrit, c'est la conservation et c'est le fait qu'il soit bien exécuté au moment de mon décès. Donc, c'est capital. D'accord. Vous avez commencé à parler du testament holographe, donc effectivement écrit à la main et ne pas oublier de dater et de signer. Tout à fait. Parce qu'autrement, il n'est pas valable. Donc voilà. Et puis, vous avez fait référence au testament authentique. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, holographe, effectivement, juste, il y a des testaments qui ont été reconnus valables sur des portes de prison ou des coquilles d'œufs. Hein, donc, vraiment, l'écrit est vraiment... Tant que c'est signé et tant que c'est daté. Voilà, tant que c'est signé. Authentique, c'est... Voilà, on a un doute sur l'intégrité de sa famille. On se dit, bon, voilà, il va y avoir des contestations. À ce moment-là, je veux être certain qu'il ne soit pas contesté, qu'on ne me dise pas que je n'avais pas toute ma tête, que c'est pas moi qui ai écrit. À ce moment-là, et l'authenticité, le côté solennel du notaire, vous êtes certain qu'il sera incontestable. Et à ce moment-là, il y a deux notaires qui reçoivent votre testament sous votre dictée. Ça peut être aussi deux témoins, mais il ne faut pas qu'ils aient de liens familiaux, oui, donc on privilégie plutôt deux notaires. Hein. Donc en sachant que les deux notaires ne font pas partie des mêmes études. Pas du tout, non. Pour qu'ils soient indépendants les uns des autres. Voilà, on se rend des services mutuels entre voisins pour si on a besoin des uns et des autres, et on le fait, ça se passe très bien. Voilà. D'accord. Vous avez fait référence effectivement au fait qu'il y a plusieurs types de dons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes typologies de dons ? Et c'est vrai qu'il y en a pas mal en fait. Oui. Alors sur le, donc je vous l'ai dit, de toute nature, hein, immobilier, ça, mais sur le plan fiscal, vous avez donc le premier abattement de 100 000 € qui est disponible pour chaque parent et par enfant tous les 15 ans. Vous avez ensuite le don de 31 865 €, qui est le don dit Sarkozy, du nom du ministre à l'époque, pour fluidifier justement l'épargne des Français, qui est également par parent et par enfant tous les 15 ans. Mais qui ne touche que des sommes d'argent. Que des sommes d'argent, plus de 18 ans pour l'enfant, moins de 80 ans pour le donateur. Et qui s'ajoute... Qui s'ajoute aux 100 000 €. Et vous avez aussi le don des grands-parents, 31 000 également, par petit enfant. Donc finalement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et quand on en a évidemment la capacité, hein, et que l'on veut aider ces générations futures, ça fait beaucoup d'argent finalement, hein, en anticipant. Et donc on peut le faire par des systèmes également de donation transgénérationnelle. Hein, parce que, imaginons que j'ai deux enfants, il y en a peut-être un qui a une fortune plus importante ou qui a mieux réussi que l'autre, il a 70 ou 60 ans par exemple. Peut-être que je peux me dire, en tant qu'enfant de 60 ans, je vais passer à mes générations d'après. Pourquoi cumuler de l'argent à 60 ans alors que j'ai finalement bien réussi, que je suis moi-même en train de me poser la question, comment je vais transmettre à mes enfants? Donc, il faut surtout parler à votre notaire de la donation transgénérationnelle, c'est-à-dire de passer un tour pour faire bénéficier les jeunes générations. Je dis deux mots également du la renonciation à la succession. J'hérite de mes parents à 70 ans. Est-ce que j'ai intérêt à garder cela pour le transmettre plus tard? Je peux renoncer en faveur de mes enfants avec une fiscalité très, très avantageuse sans obérer mes capacités de donner à mes propres enfants. Donc pensons à la transmission aux générations, surtout en ce moment où les jeunes générations ont besoin de solidarité familiale. Tout à fait. Et juste aussi une précision, vous en avez un petit peu parlé, mais autant le redire, les donations du vivant, c'est une sorte d'avance sur succession. C'est-à-dire qu'au moment de la succession, on prend en compte, bien sûr, les dons qui ont été faits du vivant du défunt. Et donc, bien sûr, c'est pris en compte dans la part de chaque héritier
pour, par exemple, bien sûr, ne pas avantager un enfant par rapport à un autre, puisque, alors après on va rentrer, il y a effectivement des possibilités d'en avantager, mais dans des règles très très strictes, mais normalement les enfants doivent avoir des parts égales. Pour finir, parce qu'on arrive à l'heure, juste peut-être rappeler à quel point c'est important de rédiger un testament quand on n'est pas marié, Oui. et qu'on est pacsé ou qu'on est concubin. Expliquez pourquoi. Alors, quand on n'est pas marié, quand on est en couple, j'ai toujours en mémoire ce couple qui n'avait pas pensé à faire de testament et qui m'avait appelé un week-end, catastrophe, voilà, il est décédé, pas de testament, donc c'est la famille très lointaine qui a hérité. Donc, quand on est en couple, quand on achète, en plus, la foresterie, Pax plus testament, c'est la formule magique. Je me paxe et je fais un testament en faveur de mon conjoint, à ce moment de mon partenaire, pardon, à ce moment-là, c'est 0 droit de succession. Donc, si je ne le fais pas, c'est 60%. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un partenaire pacsé n'est pas considéré comme un héritier. C'est pas comme l'époux ou l'épouse qui forcément fait partie des héritiers prioritaires. Un partenaire de Pacs n'est pas un héritier, donc il faut le coucher dans son testament, comme on dit vulgairement, c'est ça. Pour qu'il soit considéré comme c'est pas parce que vous êtes en concubinage ou même pacsé que vous allez hériter. Donc la formule magique, c'est Pax plus testament, modulo le fait que, bien entendu, si vous avez des enfants, c'est plus compliqué. On ne peut pas déshériter ses enfants, on ne peut pas avantager que le pacsé. Donc voilà, tout ça, il faut voir ça en détail avec son notaire. Mais enfin, en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques pour transmettre, c'est-à-dire se poser avec son notaire en disant, est-ce qu'il n'est pas temps que je réfléchisse à des transmissions de mon vivant, parce que je peux le faire, soit parce que j'ai envie d'utiliser des avantages fiscaux, soit parce que j'ai tout simplement envie d'aider les générations et mes enfants ou petits-enfants. Voilà, on l'a compris, c'est compliqué, mais ça vaut le coup effectivement de s'informer en amont. Surtout que le conseil est gratuit, je le redis, Jean-Philippe. Non, mais vous ne l'aviez pas dit, donc en fait, on va le dire et puis même on va le redire. Et c'est ce que j'ai appris, effectivement. Oui, on peut consulter un notaire, n'importe quel notaire. Voilà, et c'est gratuit. Voilà, le conseil donc, est gratuit. Ça vaut vraiment le coup. On est payé uniquement quand il y a des actes, voilà, sauf... cas particulier, mais donc il faut le redire, effectivement. Ok, merci beaucoup Antoine Hurel pour toutes ces explications. Nous, on va continuer, il va y avoir un petit intermède, même pas d'un quart d'heure, et on va ensuite avoir un premier atelier où vous allez pouvoir, chers internautes, poser vos questions. C'est un atelier où on va plus précisément se poser la question comment protéger ses proches, et ça c'est très important aussi. À tout de suite. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.